Donc, nous allons revoir donc les figures de style. Je parle. S'il y en a qui parlent, je les vire, c'est simple. Ou je les déplace, je les mets là, la place. Bon. Donc, pour revenir aux figures de style, il y a plusieurs grands ensembles. Papier, crayon, Saint-Cours, merci. Il y a plusieurs grands ensembles. Donc là, pour l'instant, ce que vous avez vu principalement au collège, ce sont les figures d'analogie. Les analogies. Ça veut dire quoi, analogie? C'est quoi une analogie? Quand on dit deux choses sont analogues. C'est le contraire. Comment? C'est le contraire. Ah, pas du tout, non. Deux choses analogues. Personne? Ouais, exactement. Analogue, c'est-à-dire ressemblant. Analogue, deux choses analogues, adjectif, égale ressemblant. Ressemblant, pareil, point commun, les points communs, etc. Donc là, c'est le premier grand ensemble de figures de style. Et là, vous les connaissez tous. Ce sont les... Quoi, c'est pareil. Comment? Non. Non, non. En figure de style. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens. Ils ont un point commun. Je suis d'accord. Oui, c'est quoi? Ouais, métaphore et comparaison. Je peux effacer. Donc, les analogies, ça vient du mot analogue, ressemblant, pareil, point commun. Les figures d'analogie, c'est toutes les figures où on va trouver des points communs entre deux choses, deux êtres, etc. Donc, on peut aller vite, parce que vous connaissez ça. Il y en a, elles sont de deux types. On a les comparaisons. Les comparaisons et les métaphores. Attention, la comparaison compare. Donc là, on a un comparé et un comparant. La métaphore assimile. Assimile, c'est-à-dire, en fait, la différence, c'est simple, si je dis tu es belle comme une déesse. Voilà, je suis chez moi, je suis avec ma nana, et je lui dis tu es belle comme une déesse. Là, je la compare. Vous êtes d'accord? Je la compare. On a le comparé, ma nana, le comparant, une déesse. D'accord? Ma femme est comme une déesse. Et comme une déesse. Comment? J'ai oublié quoi? Belle. Vous avez dit belle. Oui, ma femme est belle, effectivement, belle, comme une déesse. Est-ce que c'est une déesse? Non. Non, je la compare à une déesse. Vous voyez? C'est vraiment simplement une comparaison. D'accord? Pas de problème? Ma Gigi, elle ressemble à, par exemple, est semblable à. C'est-à-dire qu'on trouve entre la déesse et ma chérie des points communs. Mais est-ce que pour autant c'en est une? Non. Alors que la métaphore, elle assimile. Et là, effectivement, ce n'est plus une comparaison. Je dirais, ma femme est une déesse. Pas la voiture, La divinité. Et là, regardez, est-ce qu'il y a un outil de comparaison? Non. Non.
Et là, je l'assimile. Et quand je dis ça, lequel d'ailleurs est le plus fort entre les deux? La métaphore est beaucoup plus forte, beaucoup plus parlante. Si je dis à quelqu'un, tu es un âne, est-ce que je veux dire qu'il a des grandes oreilles, etc. Non. Non. Mais on voit bien à travers la métaphore que ça va être beaucoup plus méchant, on peut dire, quand on dit ça de quelqu'un, que dire tu es bête comme un âne. Ou alors, comme comparaison, têtu comme une bourrique. Partie des comparaisons assez communes finalement. Donc on voit bien comparaison métaphore. Je peux y passer dessous? Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc la comparaison, c'est avec un outil de comparaison, un outil de comparaison, avec un outil de comparaison. La métaphore, il n'y en a pas, sans outil. Ensuite, dans les métaphores, il y a des métaphores particulières. Donc si je fais, je vais plutôt faire un schéma ici, j'attends que vous ayez copié. Je ne sais pas s'ils voient bien au tableau, ceux qui sont là, mais au moins, hein, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. L'ABC? Ah oui, celle-là, là. Bien sûr. Ah. Ah là. On va le mettre en bas. Ouais, je laisse comme ça, c'est mieux. Voilà. Bon. Alors, comparaison métaphore. Maintenant, si je vois les métaphores, on a donc, si vous voulez, ça donne ça. Les analogies. Dans les analogies, il y a les comparaisons et les métaphores. D'accord? Donc, déjà, ça veut dire que comparaison. Et là, on a les métaphores. Pas de problème? Ça va? Voilà. C'est-à-dire qu'une comparaison métaphore n'appartient pas au même ensemble. Une comparaison ne peut pas être une métaphore. Et une métaphore ne peut pas être une comparaison. Maintenant, si on a un doute, c'est une métaphore ou c'est une comparaison. Comment on fait? La comparaison, il y a une petite comparaison. Oui, mais si on hésite entre les deux, pour une phrase, des fois, c'est pas si simple entre les deux. Si on hésite, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On voit s'il assimile ou s'il comprend. Ouais, mais si c'est pas flagrant, si on a un doute. Imagine, tu as un doute, tu te rappelles plus, ah oui, métaphore, comparaison, je vois plus la différence. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça appartient à quel groupe? Aux analogies. Donc dans ce cas-là, vous dites, là, nous avons une belle analogie. Et là, vous êtes sûr que de ne pas vous tromper entre comparaison et métaphore. Comprenez? Tout ça, ce sont des analogies. Vous comprenez? Tout bête, hein? J'hésite, comparaison ou métaphore. On va utiliser le mot analogie, on est sûr de ne pas se tromper. Oui. Et ça va nous empêcher des fois ou pas? Comment? Ça va nous empêcher des fois? Non. Bah non. Je vous rappelle que c'est pas parce que vous connaîtrez des noms savants comme métaphore, réification, synecdoque, etc. L'important dans l'étude d'un texte, c'est pas de pouvoir sortir une liste de noms de figures de style barbares. C'est que des noms grecs. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire ressortir le sens. La raison pour laquelle l'auteur va utiliser ce type de figure de style. Je préfère une copie. Une copie aura toujours une meilleure note en me disant dans telle figure de style, on peut voir tel effet et on analyse l'effet, que quelqu'un qui va me dire là, il y a une métaphore, point barre. Ça apporte quoi de savoir qu'il y a une métaphore dans un texte? Rien. Non, ça sert simplement à dire oui, voilà, tu es capable de repérer une métaphore comme un élève de 6e. L'important, c'est mieux de savoir, de dire tiens, là, il y a une synecdoque, il y a une métaphore, mais surtout, j'insiste, de me donner l'effet produit par cette figure de style. C'est l'effet qui est intéressant. C'est pas le fait qu'il y en ait une.
Tous les auteurs font des métaphores. Maintenant, il y a des auteurs qui l'utilisent vraiment, et d'ailleurs, il y a des métaphores qui n'ont pas réellement de sens, qui n'ont pas réellement d'importance dans un texte. Donc, on a les métaphores, la métaphore, mais dans les métaphores, après, on a les personnifications. Une personnification, c'est une métaphore où le comparé est un homme, le comparant, comment ? Non, mais allez-y. Et le comparant, autre chose. Ou c'est l'inverse. Non, le comparé est par exemple, un animal ou une chose, C'est comparé à des... et le comparant sera un être humain. À quoi il est comparé? Voilà, c'est ça. Vous comprenez ? Ça Oui. veut dire qu'une personnification, c'est toujours une métaphore. C'est toujours une métaphore. Et une métaphore, c'est toujours une analogie. Donc pareil, vous hésitez, c'est une personnification, oui, non. Si vous dites métaphore, vous avez raison. Si vous dites analogie, vous avez raison. D'accord ? Ensuite, dans les... attendez, j'aurais pas dû le faire comme ça, plutôt un peu plus petit. Voilà. Parce qu'après, on a une autre forme de métaphore qui est la réification. C'est pas comparé à des déesses. Comment ? C'est pas comparé à des dieux, je sais pas. Non, ça vient de res, rei, en latin, qui veut dire chose. Res publica, en latin, c'est la chose publique. Ce qui appartient à tout le monde. La res publica. Qui donne le mot république, en français. Donc, la réification, c'est l'inverse. C'est l'inverse entre le comparé et le comparant. Dans la personnification, le comparé est une chose, le comparant, c'est un être humain. D'accord ? Ça va ? Personnification. Je sais pas moi, un lapin qui parle. Un lapin qui parle, on lui donne des caractères humains. Donc le lapin est comparé à un être humain. Et assimilé, pardon, à un être humain. Personnification. Dans la réification, c'est l'inverse. C'est un être humain qui va être assimilé à une chose ou à un objet. D'accord ? Donc là, ça donnerait, par exemple, lapin parle. Là, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait plutôt un homme qui est un singe, par exemple. On peut prendre, par exemple, pour la réification, le poème de Victor Hugo, comment il s'appelle ? Fable et histoire. Un jour maigre sentant un royal appétit, un singe d'une peau de tigre se vêtit. Ici, il nous parle d'un singe. Un singe d'une peau de tigre se vêtit. Et en fait, dans cette poésie, qui est à moitié une fable, Victor Hugo parle de Napoléon III. Sous les traits d'un singe. Donc on a ici une réification. Ou animalisation. Mais on utilisera plutôt réification. Vous comprenez ? Voilà. Dans un sens ou dans l'autre, par exemple. Donc, vous pouvez marquer cet exemple, de Victor Hugo, Fable ou Histoire, qui est un très beau poème engagé contre la dictature instaurée par Napoléon III en 1851. Si je me rappelle, oui, 51, décembre 51. Voilà. Maintenant, dans les personnifications, on a également des allégories. Notez tout ça. Hein. Où là, c'est pas quelque chose de concret qui est assimilé à un être humain, mais c'est une idée. Quelque chose d'abstrait. Par exemple, la mort. Quand on voit, par exemple, vous voyez comment est représentée la mort ? Oui. Comment on la représente d'habitude ? Oui. Non, c'est ténébreux, c'est... Comment on représente la mort ? Oui. Voilà, un squelette avec une grande cape tenant une faux. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, on a une allégorie où là, c'est plutôt une idée ou quelque chose d'abstrait
qui est assimilé à un être humain. Voilà, on peut voir par exemple l'allégorie de la justice, elle est toujours représentée de la même façon, à savoir une femme assise sur un trône, les yeux bandés, la justice est aveugle, tenant dans ses mains deux symboles, d'ailleurs il faut rajouter symbole ici, deux symboles, à savoir la balance, l'image du jugement, on pèse le pour et le contre pour juger quelqu'un, et le glaive, à savoir le pouvoir coercitif de la justice, punir. Le glaive, la punition, la balance, le jugement. Vous comprenez? Homme, une idée, la mort, la justice, est assimilée à un homme. Et on pourrait ici donc ajouter dans tout ça, je le mets là, les symboles, où là c'est un objet qui représente une idée. Un objet égale une idée. Donc là, tous les symboles, je sais pas moi, c'est quoi le symbole de la République française? Non, là c'est une allégorie. Marianne, allégorie. Symbole, un objet est assimilé à une idée. Qui représente la France comme objet? Non, il n'y a pas vraiment d'objet qui représente la France. Par contre, la royauté, ça serait des fleurs de lys. Comme je disais, la justice, c'est plutôt la balance. La mort, ça pourrait être, par exemple, l'idée de la mort, un sablier, avec deux ailes. Est-ce que le temps est compté et un sablier où il reste pratiquement plus rien? C'est un symbole très commun, notamment à la Renaissance, qui est repris de l'Antiquité, où on a un sablier, si vous voulez, comme ça, comme ça, et qui est comme ça, avec deux ailes de chaque côté, avec en général, et là on voit qu'il n'y a plus rien, et là c'est rempli, ça coule, avec du sable, avec marqué en général la légende « Tempus fugit », qui veut dire, en latin, le temps fuit. C'est qu'avec le temps, on finit par mourir. Oui. Mais symbole, c'est une figure de style. Oui. Bien sûr. Bien sûr. On peut utiliser dans un texte des symboles. Par exemple, le sablier pour évoquer le temps qui passe, ça peut être mis dans un poème, par exemple. Ou alors, ne pas évoquer la faux, mais ne pas évoquer la mort, mais évoquer une faux. Vous voyez? Et utiliser à travers ce symbole l'idée de mort, sans l'énoncer. Oui. Et ça s'appelle comment quand un homme il est assimilé à un objet Un homme assimilé à un objet, c'est une réification. Okay. Voilà. Bon, c'est bon? C'est clair? Voilà. Donc ici, on a donc, mais tout ça, ce sont des métaphores. Et tout ça, avec les comparaisons, ça forme les figures d'analogie. Je peux effacer? Non. Bon, je vous laisse copier. Hop, je rapproche du tableau. Hop, ici. Là, ils pourront mettre sur pause s'ils veulent bien voir. Hop, non. Voilà. Comment? Bon. Après. Je le ferai ce soir tout en même temps, sinon ils vont pas comprendre, ils vont tomber sur un truc WhatsApp, parce que là c'est pas en direct. Omar, prendre en photo, mais il faut que je coupe, je remette. Mais faites-le, vous prenez-le en photo. Mais oui, T'as on tout fait? prend la secours en photo, on leur envoie. Voilà. Approche-toi, parce que ça va être... pas tous, une seule. Ah, et tu le mettras ce soir seulement, pas maintenant. Et si tu le mets maintenant, ils vont pas comprendre. Donc tout ça, on est dans l'analogie, comparaison, métaphore. Bon, ça va, personnification, symbolisation, réification. Réification, animalisation, on peut dire aussi. Animalisation. Ajoutez-le. Animalisation. C'est réification ou
animalisation. Ici, un homme qui est présenté comme un singe, comme donc je disais tout à l'heure, Fable ou Histoire, où Napoléon III est assimilé à un singe, c'est plutôt une animalisation. Monsieur, animalisation. Ouais. Si par exemple je dis, si par exemple j'assimile tes jambes à 2 poteaux de bois, là ça s'appellera une réification. Mais par contre, si on parle. Il a 2 poutres. Il tient sur ces 2 poutres en parlant des jambes. Ici, ce sera de la réification. Oui. Mais si on peut utiliser Et vous écoutez les questions des autres. que si on assimile l'homme à un animal, c'est de l'animalisation, et puis si c'est un objet, c'est de la réification. Voilà. Donc, Voilà. Du coup, on ne peut pas utiliser. Si on dit réification alors qu'on parle d'un animal. Bah, parle de métaphore. Ouais. Voilà. Si tu dis métaphore, tu auras raison. C'est bon, je peux effacer ? Bon, ça c'est vraiment le premier grand ensemble de figures de style. Bon, le plus simple, c'est d'apprendre par cœur et d'utiliser le terme le plus précis possible. Ah, juste un détail. Oh, on écoute. Quand on a un ensemble où le compare... En fait, quand on a une suite d'analogies avec toujours le même comparé, suite d'analogies avec le même comparé. Vous écoutez bien ? Quand on a une suite d'analogies, comparaison, métaphore, personnification, etc., où le comparé est toujours le même, mais pas forcément avec les mêmes comparants. D'accord ? Je vais prendre par exemple, si on prend... On peut prendre la mer, pas la maman, hein, la mer au bord de la mer. On va prendre la mer et on va l'assimiler successivement. On va parler du murmure de la mer. Est-ce que la mer, ça parle ? Non. On va parler du murmure et après, on va dire, on va évoquer la dentelle blanche au bord de l'eau. Pour évoquer l'écume, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va l'assimiler plutôt à une robe. Voilà. Comme si... Donc là, on la personnifie. Après, on va... Donc, on peut faire une suite comme ça de métaphores, de personnification, mais aussi de déification. C'est-à-dire qu'on va l'assimiler à une déesse. On peut dire aussi déification. Etc. On appellera ça, et même s'il y a des comparaisons dedans, une suite d'analogies, hein, avec un S, ça sera mieux, c'est-à-dire des comparaisons, des métaphores, etc., mais toujours avec le même comparé, ça s'appellera une métaphore filée. On ne dira pas comparaison filée, on dira bien métaphore filée. Métaphore... Même s'il y a une comparaison dedans. Oui, même s'il y a... Écoutez, je ne vous l'avais pas dit, Mignonne, allons voir si la rose, par exemple. Si je prends le poème de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose. Métaphore filée. Donc, par exemple, ça donne Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comment peu d'espace, Mignonne, elle a laissé dessous la place. Las, c'est beauté les séchoirs. Oh, vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse viendra ternir votre beauté. Ici, nous avons une métaphore filée qui comprend aussi bien des réifications que des personnifications, que des allégorisations, que des comparaisons, tout ça à partir du même comparé, à savoir une jeune fille dont Pierre de Ronsard était amoureux, qui s'appelait Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre. Est-ce qu'une rose, ça a une robe ? Non, donc là, elle est personnifiée. Mais si elle est personnifiée, c'est qu'elle est aussi comparée à Cassandre. Sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée
et son teint au vôtre pareil. Pareil, ça veut dire comme. La rose a le même teint, etc. Quand il dit « tandis que votre âge fleuronne », c'est-à-dire fleuronner, s'épanouit comme une fleur. Pareil, elle est encore assimilée à une rose, etc. Dans tout le poème, on a des personnifications, des réifications, mais toujours avec le même comparé ou comparant, Cassandre. Donc ici, on parlera de métaphore filée. Bien souvent, vous êtes en cours, merci, on écoute. Ça, vous le notez. Bien souvent, dans la métaphore filée, on finit par une comparaison. C'est une succession de métaphores, personnifications, mais qui s'achève assez souvent par une comparaison pour mieux que ce soit explicite. Vous pouvez répéter s'il vous Ouais. plaît? Oui. Donc, se finit souvent, vous savez comment on abrège souvent? SV, ouais. Souvent par une comparaison pour rendre les analogies successives explicites. Avec un S, ce sera mieux. Souvent se finit souvent par une comparaison pour rendre les analogies successives explicites. Voilà. Pour bien que ça soit évident, pour bien qu'on comprenne. Parce que des fois, les métaphores ne sont pas toujours très explicites. Ça va? C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Non. Voilà. Dans une métaphore filée, ce n'est d'ailleurs pas forcément à la fin, mais il y aura des comparaisons, des personnifications, etc. Ça va être une succession, et les comparaisons ici seront bien pour ne pas laisser de doute entre la personne comparée, la personne ou la chose, ou entre le comparé et le comparant. Dans une métaphore filée, en général, c'est plutôt pour des personnes. Vous voyez ? Qu'on va assimiler comme ça par touche successive, par analogie successive, à quelque chose. Soit, comme dans le poème Fable ou Histoire de Victor Hugo, pour critiquer, soit, comme dans le poème de Ronsard, pour exprimer son amour pour une personne. Monsieur, Oui, vous pouvez me décaler s'il vous plaît? ça va? Photo? Photo? Bah non, Luna, photo. Allez hop! Pensez aux autres. Bon. Maintenant, donc ça va les figures d'analogie? Ça va à peu près? Oui, il ne fallait pas oublier la métaphore filée. Maintenant, on a... que je ne prenne pas ça pour essuyer le tableau, ça désordre. Voyons. Voilà. Autre groupe, autre ensemble de figures de style, ce sont les figures de substitution. Les figures de substitution. Les figures de substitution. C'est-à-dire, au lieu de parler de quelque chose, on va le substituer avec autre chose. Mais là, on n'est plus dans l'analogie. On va en voir que deux principales. Je vous ai ramené un truc, juste pour vous montrer, parce que j'en ai besoin ce week-end, dont je vous ai parlé, voilà. Je vous présente, là, je vous montre là, le gradus, voilà, tout ça, c'est que des figures de style, pratiquement. Voilà. En fait, c'est un dictionnaire des procédés littéraires. Là, par exemple, je suis sur célébration. En rhétorique, la célébration consiste à se réjouir de quelque chose et à fixer ce sentiment dans une formule stéréotypée en 12 formes plus étendues, vers, verset, strophe ou paragraphe. Voilà. Bon, vous voyez, donc ne vous imaginez pas que vous arriverez à les connaître toutes, les figures de style. Vous voyez, à votre avis, est-ce que vous pourrez y arriver?
Même moi, il y en a que je ne connais pas, que j'en découvre encore tous les jours. Bon, c'est pas grave. Je vous rappelle que l'important, c'est d'être capable d'analyser les effets produits. Si vous ne connaissez pas le nom, c'est pas grave. Maintenant, essayez de retenir quand même ceux-là, c'est les plus communs. D'accord? Donc, dans les figures de substitution, la plus connue, c'est la métonymie. Métonymie. Est-ce que c'est pas en moi? Comment? Pas du tout. Métonymie, en fait, ça vient du grec nomos, qui veut dire le nom, et méta, qui veut dire à côté. Ça veut dire, c'est comme si on prenait un mot à côté de sa signification, qui n'a plus la même signification. Bravo. Métonymie, c'est tout simplement, c'est très simple, c'est quand on prend notamment le contenant pour le contenu. Prendre le contenant pour le contenu. Le plus connu, c'est, je l'ai déjà dit, boire une bouteille. Le jour où vous arriverez à vous mettre une bouteille dans le gosier, là, chapeau. Non, c'est ce qui est dedans. Le coca, le machin, le pinard, la bière, l'ice tea, si vous préférez, de l'eau, pour le contenant. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais en général, c'est plutôt le contenu pour le contenant. Donc, bien évidemment, boire un verre, tout simplement. Boire un verre. Du coup, pour l'inverse, Le contenant pour le contenu ou le contenu pour le contenant. Du coup, pour l'inverse, c'est par exemple prendre de l'eau. Bah oui, en fait, tu bois ce qui est dedans, c'est pas le verre que tu bois. Tu comprends? Ouais. Tu bois pas le verre, tu bois ce qui est dans le verre. Ah oui. Quand on dit boire un verre, ça n'a pas de sens quand on y réfléchit bien. Alors maintenant, si on voit dans un texte, dans un dialogue, tiens, oh salut, comment tu vas? Allez, viens, on va boire un verre. Est-ce qu'on va s'arrêter longuement sur cette figure de style? Non. Non, non. La seule chose qu'on pourra dire, c'est qu'ici, il s'agit d'un registre de langue, un niveau de langue familier. Voilà. À travers cette métonymie, indique un niveau de langue familier, donc entre deux personnes. Est-ce que vous diriez ça à quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Non. Non. Je vous offre un café, je vous offre voilà, quelque chose, un thé. Prendriez-vous un thé? Voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà. Alors qu'entre deux potes, c'est viens, on va boire un coup. Boire un coup également, pareil. Pas le coup qu'on boit, ça n'a pas de sens. Quand on réfléchit bien, alors attention, écoutez-moi bien. Pour être capable de les repérer, c'est qu'il faut être réellement attentif au sens propre des mots. Boire un coup, ça n'a aucun sens. Boire un verre, quand on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Il faut s'arrêter sur tout quand on étudie un texte. Après, quand on lit dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de repérer les métaphores, les antonymes, machin, les trucs. Voilà, on lit pour le plaisir. Ou on regarde un film pour le plaisir, parce que même au cinéma, hein, dans les dialogues, etc., il y a énormément de figures de style utilisées. Donc voilà, boire un verre, par exemple. Donc là, on est dans la métonymie. Alors, pareil que tout à l'heure, il y a un type de métonymie un peu particulier qu'on appelle les synecdoques. Les synecdoques, bon, j'ai ramené mon bouquin, je vais pouvoir vous donner la définition ici directement. C'est un truc dans la métonymie, ça? Ouais, C'est un rapport d'inclusion. ouais. Éléments. Synecdoque, voilà. Ouais, bon, c'est pareil, voilà. Je vais pas vous lire. Voici, je vais vous lire la définition. Qui permet de désigner quelque chose par un terme dont le sens inclut celui du terme propre ou est inclus par lui. Bon, je préférais la mienne, ma définition à moi. Voilà. Prendre la partie pour le tout. Je vais vous expliquer avec un exemple. Prendre la partie pour
le tout. Si je dis par exemple, je suis amoureux d'une belle blonde. Donc je suis amoureux juste de ses cheveux? Non, Ah, c'est juste une caractéristique de la personne. voilà, je prends une partie pour le tout. Vous comprenez? Si je dis par exemple que mardi soir, l'Élysée nous a annoncé un déconfinement progressif. Comment? Là, on est plus d'ailleurs dans la métonymie. L'Élysée nous a annoncé quoi, l'Élysée? C'est un bâtiment, c'est un palais. Est-ce que c'est le palais qui parle? Eh non, c'est celui qui est à l'intérieur du palais. Vous voyez? La partie pour le tout, par exemple, si je reviens sur la synecdoque, vous êtes au bord de la mer, vous dites « Oh, regarde la voile à l'horizon ». C'est qu'il y a une voile qui se promène tout seul sur l'eau? Non. Non, c'est quoi? Un bateau à voile, exactement. Par exemple, donc une voile à l'horizon, voir une voile à l'horizon, une voile à l'horizon, c'est mis pour un bateau à voile. Ça sera mis pour un bateau à voile. Ce ne sera pas juste une voile qui... voilà, vous comprenez? C'est-à-dire, on évoque une partie d'une chose pour évoquer le tout. Par exemple, si je vous dis, ce matin, j'ai pris le volant pour venir, et je ne suis pas venu à pied avec un volant à la main. Ça serait très drôle, oui. Puis je serais encore en train de marcher, je ne serais pas arrivé. Donc non, bien évidemment. Et par contre, si vous me dites, par exemple, oh Luna s'est acheté un 2 roues. Donc tu as acheté 2 roues? Voilà, t'es bien contente avec tes 2 roues. Un 2 roues pour un cyclomoteur, un vélo, voilà, quelque chose. Voilà. Vous comprenez? Mais du coup, monsieur, Oui. Oh, s'il vous plaît. est-ce que c'est comme l'analogie si on a une métonymie? Non. Alors, maintenant, de très nombreuses substitutions sont également des métaphores ou des analogies. Mais regardez, je peux effacer là, c'est bon? Donc on ne peut pas généraliser comme l'analogie. Non, c'est pas une question de ça. C'est que les figures de style, c'est pas soit telle figure de style, soit telle autre. C'est pas ça? Si vous voulez, si on fait un ensemble, si je reprends l'idée de tout à l'heure, des dessins. Les bavardes là. Je vais bientôt remplir les bulletins. J'ai les noms des bavardes. D'ailleurs, surtout au féminin. Tout de suite. Donc, si je prends les analogies, eh bien, je me rends compte que les substitutions, les deux, se recoupent. C'est-à-dire que certaines substitutions seront des analogies et vice-versa. Certaines analogies seront également des substitutions. Si je dis par exemple, l'Élysée a annoncé le déconfinement. Ah si, ok, parce que du coup, ça met un objet à une personne. Eh oui, donc là je prends le contenu, non le contenant, pardon, le bâtiment. Écoutez, soyez attentifs. Je prends donc le bâtiment qui est le contenant et je l'utilise à la place du contenu, à savoir celui qui habite l'Élysée, à savoir Monsieur Macron. Vous comprenez? Donc là, je prends bien la partie, je prends bien le contenu pour le contenant et vice-versa, le contenant pour le contenu. Vous comprenez? Mais en même temps, l'Élysée c'est un bâtiment. Si je le fais parler, je suis donc dans une personnification. Donc là, on a à la fois personnification et métonymie. C'est substitution, monsieur. Comment? C'est écrit substitution. Oui, ici, substitution, oui, pourquoi? Les sions, on met un petit O comme ça va plus vite. C'est pour... Hein, comment?
substitution. Oui, il y a le sion, il est ici, là. Ah, c'est... Analogie, substitution. Et là, on voit bien que, à travers cette figure de style, on a à la fois une personnification et une métonymie. Et là, c'est relativement assez intéressant de le relever. Quel effet ça produirait ici? L'Élysée a annoncé le déconfinement. Quand je dis l'Élysée a annoncé quelque chose. Comment? Non, faire barrer un bâtiment, un bâtiment, ça parle pas. Ou alors, il faut se faire soigner, aller chez les fous, mais non, ça parle pas un bâtiment. Quel effet ça produirait ici? D'ailleurs, le bâtiment, on peut même dire qu'il est également, il est personnifié, mais également, il est symbolique. Ça symbolise quoi, l'Élysée? L'État. L'État, bien sûr. La présidence de la République. Et donc une autorité supérieure à celle d'un seul homme. Si je dis Macron a annoncé quelque chose, est-ce qu'on l'envisage nécessairement comme quelque chose d'extrêmement important? Est-ce qu'il ne dit pas parfois des bêtises, Macron? Enfin, des bêtises. Non, mais ce que je veux dire, dans la mesure où il va plaisanter avec des gens, où il pourra dire des petites phrases comme ça, qui n'auront pas une portée nationale. Quand je dis l'Élysée, je veux dire que c'est une déclaration officielle, qui engage l'État, et non pas... je sais pas moi, si je dis par exemple Emmanuel Macron a annoncé qu'il aimait bien les sushis, je sais pas, je dis n'importe quoi, pourrait très bien trouver ça dans les faits divers, hein, Macron a déclaré qu'il aimait bien les sushis. Est-ce que ça engage l'État, la France? Non, bien sûr. En disant, oh écoutez, essayez de bien comprendre l'importance que ça peut avoir et quelle analyse on peut en faire surtout. Je sais bien de dire que c'est une substitution, un symbole, une personnification, mais c'est en réfléchissant d'ailleurs qu'on se rend compte que c'est également un symbole. Et ça symbolise l'État, la permanence de l'État, et donc, par conséquent, il s'agit d'un discours officiel, qui engage la nation tout entière, et non pas simplement une déclaration au coin de table du chef de l'État en train de manger avec des potes, ou avec Brigitte. Ok? Vous voyez? C'est surtout ça qui est important, de bien voir. Donc, on peut passer sur... Est-ce qu'on peut passer... On peut passer sur les figures de substitution, c'est bon pour tout le monde? Métonymie, synecdoque. Souvent couplée donc avec une métaphore ou une analogie en même temps, mais pas toujours. Hein. Quand je dis une voile à l'horizon, il n'y a aucune analogie. Rien du tout, hein. C'est vraiment, voilà, un bateau à voile. C'est pas une analogie, c'est une vraie voile, bout de tissu qui sert pour propulser avec l'aide du vent. Donc il n'y a pas... ensuite, nous avons les figures d'insistance. Les figures d'insistance. Qu'est-ce que ça, c'est bizarre. Les figures d'insistance, insistance. Là, il y en a beaucoup plus. Je commence par laquelle? Le parallélisme. Du coup, vous l'avez vu, ça, dans les exercices. Parallélisme. Tout le monde se rappelle ce que c'est? Quand il y a deux phrases qui... Ouais, ou deux phrases, deux membres d'une même phrase. Construit de la même façon. Qui sont construits exactement de la même façon. J'ai pas d'exemple en tête, je vous le donne ça tout de suite. Si je prends là-dedans, parallélisme, phrase, c'est quoi ça? Parallélisme. Je vous lis la définition du gradus. Chute, 2 fois. 3e fois, je frappe. Paf.
La correspondance des deux parties de l'énoncé est soulignée au moyen de reprises syntaxiques et rythmiques. Comment? Non, c'est deux phrases ou deux membres de phrases construits de la même façon. Là, par exemple, on a l'exemple, vous écoutez, mais ça, vous l'aviez dans le cours la semaine dernière. Des trains sifflaient de temps à autre et des chiens hurlaient de temps en temps. Vous voyez? Des trains sifflaient de temps à autre, des chiens hurlaient de temps en temps. De temps en temps, de temps à autre, hurlaient, sifflaient, des trains, des chiens. Vous voyez? Ça se ressemble beaucoup? Ouais, c'est exactement la même chose. C'est pas les mêmes mots, c'est tout. Mais on a la même structure syntaxique. Ce qui permet d'insister sur une ambiance, sur pas mal de choses d'ailleurs. Insistante, c'est pour insister. Une autre que j'aime beaucoup, que j'aime bien utiliser d'ailleurs, c'est l'anadiplose. Je n'ai pas une grossièreté, je vous rassure. Anadiplose. Et ça, c'est dans le parallélisme? Non, c'est une autre. L'anadiplose, figure d'insistance. Comment? Anadiplose. C'est deux traits différents? Oui. Pourquoi on met que la suite comme ça? Comment? Parce que ce sont des figures d'assistance. Dans les figures d'assistance, nous avons le parallélisme, nous avons également l'anadiplose. 2 secondes, je ne l'ai pas expliqué encore. Ah oui, mais le parallélisme, est-ce que vous pouvez écrire un petit truc? Vous voulez un exemple à parallélisme? Je sais pas moi, que tu es belle, que tu es belle, que qu'il est beau, par exemple. Vous voyez? Pareil, il y a la même structure que ap, est, belle, beau. Voilà. Comment? Ouais, on voit bien que les deux membres de la phrase ont la même construction syntaxique. Je ne vous mets pas l'autre phrase, elle est trop longue. C'est bon? L'anadiplose, c'est quand on a une répétition d'un mot au milieu d'une phrase ou sur deux phrases. Par exemple, que tu es belle, Marie, Marie que j'aime. Et là, on voit que je reprends ce mot-là pour insister dessus. C'est une répétition. Répétition d'un mot. Voilà, répétition d'un mot, soit au milieu d'une phrase. On l'a par exemple dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, que vous étudierez peut-être l'année prochaine, où il finit sa phrase par moi, point, et il reprend par moi. Voilà. Voilà. Comment? Les confessions de Rousseau? Oui. Vous l'avez fait l'année dernière? Oui. Oui. Ça se lit. Non, ça se lit pas? Ah, les goûts et les couleurs en littérature, ça ne se discute pas. Il y en a qui aiment. Il y a des mazos partout. Non, mais... oui, c'est surtout dans l'Incipit, quoi, dans le début du roman, de l'autobiographie, il est pédant et prétentieux, c'est assez insupportable. C'est moi. Et donc là, on a effectivement l'anadiplose de moi qu'on retrouve ici. Dans le même ordre d'idée que l'anadiplose, donc c'est bon ça, c'est facile? Voilà, c'est juste une répétition. D'ailleurs, c'est pas forcément le mot, ça peut être l'expression. Je vous trouve anadiplose pour avoir d'autres... anadiplose. Anadiplose. Voilà, par exemple, un exemple là, pris dans le Gradus. On a sorti nos revolvers et on a tiré. On a tiré précipitamment, par exemple. Vous voyez? Et les princes et les peuples gémissaient en vain, monsieur, en vain le roi lui-même tenait madame serrée par de 6 étroits embrassements, d'après Bossuet. Voilà, on a donc ici, et je finis juste
avec une dernière figure de style d'insistance, l'épanadiplose. Épanadiplose. Où là, on va commencer par un mot et la phrase se finira par le même mot. Épanadiplose. E-P-A-N-A-D-I-P-L-O-S-E. Marie, ta 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 ta, et je finis ma phrase par le même mot, Marie. Vous voyez? C'est un peu l'inverse. Épanadiplose, il se répète immédiatement. Anadiplose, il se répète immédiatement, le mot ou le groupe de mots. Alors que l'épanadiplose, on commence par un mot et on finit dans la même phrase par le même mot. Ça peut être aussi dans un paragraphe éventuellement. La mort, patatatatata, tatatatatata, la mort. Vous voyez? Et ça permet d'insister sur un mot, sur un thème ou sur quelque chose. Sur ce bon week-end. Et pour... Vous avez le texte, donc pour lundi, vous me l'épluchez. Oh, vous écoutez le texte qu'on a commencé de Maupassant. Vous me l'épluchez pour lundi. De quoi? Éplucher, ça veut dire, tu prends un épluche légumes et tu les coupes en frites et tu mets dans la friteuse. Vous le lisez en cherchant justement des figures de style, en vous arrêtant sur le sens propre, sens figuré. Et tout ce qui est au sens propre n'a aucun sens, c'est que c'est un sens figuré, vous le soulignez. Si vous ne connaissez pas la figure de style, c'est pas grave, on le verra ensemble. Sur ce, bon week-end.